Avant de leur donner la parole, et ça s'en vient, nous avons invité à la table aussi deux personnes qui sont comme essentielles à ce projet. Chantal Dumas, qui a été la première à habiter la vitrine sonore, avec un projet qu'elle continue de développer. Elle va vous en parler, ça ne sera pas long. Donc, qu'est-ce que je fais? Chantal, on l'a vu. France, on l'a vu. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous êtes là. Chantal Dumas, pourtant que je connais depuis fort longtemps, mais je dois quand même revenir à mes notes. C'est sûr que je ne peux pas aller dans le détail, mais je vous invite encore une fois à aller sur Internet. Artiste sonore de premier plan, Chantal Dumas conçoit des installations sonores, de plus en plus, je dirais, des fictions documentaires radiophoniques, des Hörspiel. Elle est certainement au Québec une de celles qui a la plus grande pratique, sinon celle qui a la plus grande pratique dans ce genre de travaux. Design sonore, et elle aussi compositrice. Son travail comprend une dimension participative et se nourrit de collaborations en danse, poésie, art visuel et improvisation. Adepte du field recording, elle tire de la collecte de sons de son environnement la matière première pour ses productions. Le volet installation sonore de sa production met en jeu la relation entre le son, l'espace, la mobilité et l'auditeur. Sa production radiophonique comprend plus d'une trentaine d'œuvres basées sur des procédés de narration sonore. Elle a fait l'objet de commandes ABC, BBC, France Musique, Radio Suédoise, La RAI et j'en passe. Je vais aller tout de suite au dernier projet qui t'a occupé, qui est le 86 400 secondes Time Zone, qui a connu sa première... Hein? Ah non, c'est pas un Time Zone. Time Zone. Times? Non? Oui. Maison au pluriel. Oui, c'est ça. Et qui a connu sa première mouture ici, en 2014. Ouais. Bon, tu nous en diras un petit mot. Et puis, Nicolas Bernier, last but not least, qui sera le prochain commissaire, mais c'est pas pour ça que je l'ai invité, j'avais pensé à lui avant. Nicolas, depuis 10 ans, connaît je pense, une trajectoire assez fulgurante qui s'est développée à une très grande vitesse, n'est-ce pas? Peut-être. Peut-être. Je vous incite à aller voir son site Internet, malheureusement, qui n'est qu'en anglais. Peut-être, mais je vais traduire quand même. Nicolas Bernier crée des performances audiovisuelles. Ça fait 10 ans qu'il est juste en anglais, puis j'attendais qu'on me fasse des reproches, puis c'est la première fois que ça arrive à peu près formellement, devant le public, en plus. Prendre en considération. Bien, il y en a une autre autour de la table aussi qui est pas mal en anglais. Hein? Ah oui, on est donc, les extrémités. Bon. Et le mien, il est complètement à l'envers. Bon. Voilà. Alors, performance audiovisuelle, installation, musique concrète, noise improv, improvisation bruitiste, vidéo d'art, et il travaille aussi avec la danse, le théâtre, les images en mouvement, moving images, et souvent dans des contextes interdisciplinaires. À travers cet éclectisme, l'artiste demeure constant dans sa recherche d'une balance between the cerebral and the sensual and between organic sound sources and digital processing. Il a un PhD en Sonic Arts de l'Université de Huddersfield, qui est assez récent, et il enseigne actuellement le Digital Music Program à l'Université de Montréal. Il a gagné le Nika d'or au prestigieux Festival Ars Electronica en 2013, et il a vraiment une pratique internationale. Il y a une réelle coïncidence entre sa pratique et, la pensée, une pensée actuelle ou contemporaine. En fait, il y a une adéquation et il est dans une lancée fort intéressante. Alors, vous voyez que la table est mise avec des gens fort solides. Je les remercie tous d'être là. Avant de vraiment, on va commencer par la fin. Je vais donner la parole brièvement à Chantal et à Nicolas. Chantal, pour qu'elle nous dise peut-être un petit peu comment elle avait abordé l'espace, pour que vous compreniez mieux là où Chantal et France se situent aujourd'hui. En 2014, quand tu as fait ce premier travail avec la vitrine. Oui, bien alors c'est intéressant parce que j'ai proposé un projet et avec plaisir, il est accepté. Et quand je suis arrivée ici, travailler dans l'espace, les haut-parleurs n'étaient pas encore installés. Donc on travaillait, c'était vraiment on travaillait à mettre les choses en place. Et
bien sûr, le studio, j'avais accès, les 16 haut-parleurs étaient là, donc je peux faire une représentation de ce que serait la vitrine, mais c'est construit, c'est en tout cas installé durant le temps que j'étais là. Puis quand est arrivé la toute fin, j'ai pu tester et entendre. Donc on a fait les premiers tests ensemble, en fait, et de l'ensemble de l'équipement, donc le système Reaper, qui a été proposé et accepté, et même pas imposé, en fait. Et puis, ben voilà, donc j'ai assisté un peu comme à la naissance, un peu de cette vitrine-là. Donc, il y avait les questions qui se posaient étaient celles à savoir aussi, dans l'espace extérieur, comment ça vit. Comme tu soulignais aussi, France, dans ton petite entrevue, aussi d'avoir ces haut-parleurs qui sont installés dans un espace qui est ouvert. Donc, comment est le comportement du son, un son qui est lancé librement, comme ça, dans un espace sonore déjà assez occupé. Donc, comment occuper cet espace-là. Et ensuite, moi, je l'ai un peu abordé. Et bon, il y avait le concept de base qui était celui de compter le temps seconde par seconde. Et c'était des enregistrements, donc le matériau existait déjà. Mais c'est ensuite de voir comment, dans l'organisation spatiale, l'utilisation de l'espace à travers les haut-parleurs, comment j'allais organiser cette chose-là. Et comment le son allait vivre dans l'espace aussi. Donc, soit l'espace immédiat, celui de déambulation, ou encore à la distance, comment c'est perçu. Donc, c'était beaucoup de façon très... un peu organique, mais aussi en expérimentant, de découvrir les possibilités du système, en fait. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Nicolas, ma question, c'est quel est ton a priori à la veille, où je sais que tu es déjà en chantier, que tu as pensé tout à fait ce que tu voulais faire ou le type d'artiste que tu imaginais travailler ici, mais indépendamment de ça, je ne te demande pas des noms ou des concepts, mais quel est ton a priori au départ quand on t'a proposé de travailler sur cette installation que tu connaissais sur papier, mais pas vraiment? Oui, que j'avais entendu parler de, oui. En bon français. Puis, ben, c'est ça, moi, c'est mon introduction aujourd'hui, donc je suis complètement vierge, j'ai jamais entendu de ça. Moi, mon a priori là-dessus, en fait, c'est parce qu'on est habitué, lorsqu'on parle de spatialisation, depuis le début des temps, on essaye de... Le début des temps, le début de cette idée de spatialisation, on essaye plutôt de reproduire ce que l'oreille entend. T'sais, on est dans une idée dont on est passé de mono à stéréo, à quad dans les années 70, puis là, bon, on en rajoute partout, puis là, on est rendu dans, en fait, une boule hémisphérique parce que le son, on l'entend qui vient de partout. Donc, les systèmes qui ont été développés jusqu'à date, c'est plus en pensant à ça. Puis ici, ben, c'est comme complètement autre chose. Il y a une ligne droite, puis c'est ça. C'est géométrique, puis ça va. Fait que, moi, ce que je me demande, c'est comment on peut travailler cette ligne-là, en fait. Comment changer l'idée qu'on a eue jusqu'à date, qui est une idée assez... Je dois avouer, là, moi, j'ai trouvé ça assez étrange comme idée. Parce que je peux peut-être expliquer pourquoi aussi, parce que grosso modo... bon, les haut-parleurs sont assez rapprochés. Donc, moi, ma première question, c'était je suis désolé, je suis vraiment honnête, hein, je suis quelqu'un d'honnête dans la vie, même devant le public. Les haut-parleurs sont assez rapprochés. Donc, tu me demandes, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 16 haut-parleurs pour couvrir, pour offrir un effet intéressant sur cette surface qui est, somme toute, pas si grande que ça? Est-ce que 8 serait fait le même effet? Est-ce que 4 aurait fait presque... Puis là, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est des questions que je me pose, puis j'imagine qu'on va pouvoir en jaser aujourd'hui, puis on va avoir de l'input de tout le monde qui travaille avec ça. C'est un peu ça. Mais, ouais. Merci. Je sens que ça peut être passionnant. Je m'en viens. Moi aussi, je dois dire honnêtement que plus j'y pensais, et il n'y a pas si longtemps, je me disais, mais cette installation-là, c'est absurde. Je vais aller plus loin que toi. Je me dis que c'est particulier d'avoir installé ça dans un coin, dans un coude, non passant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Justement. Alors, c'est eux autres qui ont eu le fun et le trouble. Je vais lire un autre petit paragraphe de mon texte où je dis ceci, parce que une des choses que je leur avais dit, c'est qu'on ne vous demande pas de créer une œuvre qui va être diffusée sur des haut-parleurs, un peu comme une musique de stationnement de Walmart. C'est pas statique. Au départ, il y avait une idée de mobilité dans mon esprit, de créer quelque chose. Parce que les gens sont mobiles, les gens ne sont pas fixes. Aujourd'hui, il y a des chaises, mais ce n'est pas le cas. Là. Les gens ne s'assoiront pas pour venir écouter. Quoique ce serait un exercice à faire, et Fred
en parlait cette semaine, je devrais apporter mon lunch et m'installer avec une chaise et venir passer 10, 12, 15 heures. Et je t'avoue que j'y pense assez sérieusement. Alors, j'avais écrit ceci, bien que le mot « œuvre », entre guillemets, ne s'applique pas pleinement. Il ne s'agit pas proprement parler de la diffusion d'une œuvre sonore sur haut-parleur, mais plutôt de la fusion d'un système de diffusion à une écoute du monde. Les mouvements aléatoires ou non qui gèrent la très longue partition amplifieront le non-lieu et accompagneront sans queue ni tête la déambulation. Il n'y a pas de trajectoire obligée. Il peut y en avoir une suggérée, ce qui sera peut-être le cas avec Chantal, mais il n'y a pas de meilleure place, en fait, dans mon avis. L'œuvre sonore se révélant au rythme de la marche, de l'heure, selon les allures du temps et du ciel, chaleur, pluie, grêle, ombre, vent sec, pavé brûlant. Le défi de s'insérer dans un tissu urbain, à plat, sans contour apparent, fluide, sans objet. Un geste minimal vient sculpter l'espace sonore, si petit et il prend une telle place. Il redessine l'architecture des habitudes, prendre telle rue, tourner à droite puis à gauche, revenir sur ses pas, tendre le bras ou l'oreille. France Jobin, nous avons tous la capacité d'ignorer l'espace que nous devons emprunter pour arriver à destination. C'est à votre tour. Chantal. Comment tu as reçu la commande? Oui. J'aimerais répondre. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà une discussion des questions qui ont été posées, qui interpellent. Donc, sans nécessairement parler du projet là, dans le détail comme tel, je crois que moi, comment j'ai abordé, je ne me suis pas posé les questions que Nicolas a amenées, que toi, tu viens d'amener, bien que je les trouve extrêmement intéressantes, parce que moi, j'ai pris plus l'optique d'un travail d'infiltration. Puis tout de suite, moi, je me suis dit, tu sais, au début, il y a toujours la question, est-ce que je vais aller faire de la prise de son, de la rivière, du train, tout ça. Puis là, je me suis dit, pas que c'est pas intéressant, mais là, je me suis dit, j'ai plutôt le goût d'emporter quelque chose dans Sherbrooke. Et puis là, je suis arrivée avec l'Innu. Ici, c'est des Abénakis. Fait que là, métaphoriquement, on mélange des trucs. Et puis, je me suis dit, dans le fond, le monde, c'est une immense installation. En fait, c'est pas moi qui l'ai pensé, c'est le philosophe Sloterdijk que je trouve très intéressant. C'est une immense installation dans laquelle, moi, j'essaie d'infiltrer dans la rumeur générale d'une ville. Donc, je me dis, il y a une couleur sonore dans l'environnement ici. Les gens se promènent, ils arrivent, puis c'est comme une musique qui sort d'un magasin qu'on entend de loin. On ne sait pas trop ce que c'est. On peut rentrer parce qu'on est curieux, on peut ne pas rentrer, on peut s'en approcher ou non. Et pour moi, c'est tout simple comme ça, dans la mesure où c'est là, on peut l'entendre, on peut ne pas l'entendre, c'est pas grave, mais c'est là, ça s'infiltre, ça se mêle à la rumeur. Et le principe de la rumeur, c'est qu'il y a une agglomération de sonorités qui fait qu'on n'est pas capable de distinguer une chose de l'autre, mais quand on s'en approche, tout à coup, on peut avoir accès à des énoncés et à un sens. Donc, si on reprend ce grand thème-là, dans la pièce, il y a un mélange de chant, de sens, de son et de sens, du fait qu'il y a la parole aussi qui s'insère. Et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé. Puis il y a la question de l'aléatoire que là, on pourra aborder dans un autre tantôt. Mais je pense aussi que la rumeur de la ville, c'est un grand aléatoire. Alors moi, dans ce sens-là, le principe de base, bien, c'est moi aussi, je vais avec l'aléatoire. Donc, aléatoirement, je m'insère dans une autre dynamique aléatoire, et puis en espérant que ça s'amalgame de manière, comment on pourrait dire, organique, mais aussi que ça dérange un peu, dans le sens que, pas déranger, dans le sens que ça peut susciter un nouveau sens. Est-ce que c'était clair dès le début, ça, que c'était ça que tu voulais faire? La question d'apporter quelque chose à Sherbrooke est arrivée assez tôt. Ensuite, l'Innu est arrivé assez tôt. Ensuite, le fait du sens du son, oui. Le travail sur la diffusion, la notion d'infiltration, elle est assez récente pour moi et je pourrais presque dire que c'est lié à ce travail-là que j'ai fait ici. Donc, bravo aux résidences dans ce sens-là. Je pense qu'à force qu'on travaille sur nos trucs, le plus qu'on est capable de se mettre en situation d'ouverture à ce qui arrive. Donc, c'est ça qui est arrivé pour moi. Ça m'a amené à développer un travail en extérieur, ce que je n'avais jamais fait, je crois. En tout cas, j'en perds des bouts, mais je ne pense pas. Et donc, ça, c'était nouveau. Et la question du lien avec l'espace citoyen, l'espace de l'œuvre, c'est vraiment imposé dès le départ. Donc, c'était des choses qui se sont comme concrétisées au fur et à mesure. Et c'est un travail qui est assez nouveau. C'est une réflexion qui est nouvelle et un travail nouveau aussi.
Je dois vous dire qu'on va entendre France dans un moment. Ensuite, on va aller au laboratoire sonore de façon à pouvoir voir quel est l'environnement dans lequel elles ont travaillé, avec quels outils, quelle est l'interface de l'instrument dont on voit la partie extérieure. Et ensuite, on va aller dehors, après une brève présentation, pour écouter 2 extraits d'une quinzaine de minutes de chacun de leurs travaux. France, toi-même, comment as-tu démarré le projet et quels étaient tes premiers pas? Ah, mon Dieu. Bien, premièrement, le premier défi, ça a été le petit journal, chose que je ne fais jamais. Ça, c'était vraiment la grosse affaire. Pour moi, c'est d'écrire mes sentiments parce que quand je suis en création, c'est comme j'ai pas le temps pour ce genre d'introspection-là. Alors, je me suis amusée à faire ça. Moi, je dois vous expliquer que mon travail, ma démarche, je travaille à la base de field recordings, d'enregistrement de terrain avec des sons qu'on oublie. C'est-à-dire que je suis certaine que vous avez des sons chez vous dans la maison, votre réfrigérateur, le congélateur, que vous n'entendez même plus, parce qu'on est tellement conditionné à ignorer ces sons-là. Alors, ce sont les sons avec lesquels je travaille. Je les transforme, je les manipule, je les recycle, parce que j'aime aller chercher la recherche de certaines mélodies de ces sons-là qui ne sont pas audibles. Et l'installation On Transit m'a mis dans la même, c'est-à-dire la vitrine sonore m'a mis dans la même situation, c'est-à-dire que cette fois-ci, parce que je suis, disons que je souffre de synesthésie au niveau architecture, et synesthésie, je pense que c'est synesthésia, pardon, là, je l'ai mal dit, là, je suis moitié anglais-français. Et tout de suite dans cet espace-là qui est ignoré parce que c'est une voie de passage. Alors, j'ai la même attitude vers les installations que j'ai envers les sons, c'est-à-dire j'aime aller chercher ces espaces-là qu'on oublie finalement et de leur redonner une certaine vie ou une certaine vocation. Donc, le travail d'Un Transit a commencé en Autriche, où est-ce que je me suis approprié un cloître qui servait de passage pour se rendre dans un bureau. C'est-à-dire que, et ça c'est incroyable, architecturalement et acoustique, c'est un cloître, donc l'acoustique était extraordinaire. Alors, je me suis organisée pour que les gens arrêtent justement et pour redonner la vocation du cloître. Et avec la vitrine, quand je suis arrivée ici et je suis arrivée en haut avec le système Reaper et l'acoustique, moi je suis arrivée ici avec une idée très, très, très précise de ce que je voulais faire. Et là, Fred m'a présenté Reaper. Fred m'a expliqué l'influence des enceintes. Et là, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai passé par toutes les émotions. Le projet initial a pris le bord et littéralement a pris le bord. Et là, le projet s'est vraiment construit sur place avec l'activité qui se passe autour de la vitrine, les gens qui circulent le jour pour aller travailler, comment ça s'appelle en face, le living, le loft, je ne me souviens plus, le living le vendredi soir puis le samedi soir qui nous casse les oreilles. Tout ça a influencé ce que j'ai préparé. Et en travaillant avec plusieurs enregistrements que j'ai faits dans la galerie, votre réfrigérateur, la laveuse en bas, il y a plein de trucs, et une espèce de ventilateur en haut de la côte qui m'a donné 2 heures de session de crépuscule, une espèce de dentelle sonore incroyable, parce que c'est plein de mélodies, ce truc-là. Donc, pour moi, la vitrine sonore m'a vraiment fait travailler et m'a vraiment sorti hors de ma zone de confort. Julien t'en est témoin. La dernière semaine que j'ai passée ici, j'étais en mode panique, mais c'est le meilleur mode parce que c'est là où on peut se tester, justement. Alors, à cause de ça, l'appui de Fred, parce que je suis descendue assez souvent pour poser plusieurs questions, tout ça a fait que j'ai travaillé avec Reaper, un logiciel avec lequel je n'ai jamais travaillé. J'ai compris que la spatialisation n'était pas seulement physique d'une enceinte à l'autre, mais à l'intérieur de l'enceinte elle-même et de l'ouverture que je vais donner à chacune enceinte. Alors, il y a un jeu qui se multiplie, qui est extraordinaire. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. Beaucoup d'émotions. Oui,
Beaucoup d'émotions, oui. Dans un petit moment, si vous voulez bien, on va aller en haut avec Frédéric Duterte, qui ici, je vous dis aussi un bref mot sur lui. Je savais que c'était un homme extrêmement compétent. J'avais dit, pourrais-tu m'envoyer ta bio ou ton CV? Et puis là, oui, c'est un musicien... c'est un artiste, c'est un technicien, c'est un chercheur qui dit ceci, j'aime bien, je vous le dis. Fred Duterte veut très tôt devenir ornithologue et pêcheur à la mouche. Puis se dirige vers la peinture et la musique électroacoustique. C'est logique. Art décoratif de Strasbourg, École d'art de Grenoble, classe de musique électroacoustique du Coréam, qui est un collectif de recherche et d'action musicale à Grenoble. Artiste, plasticien, ingénieur du son, musicien expérimental, compositeur. Et je crois que tous ces aspects-là sont ressortis au cours des semaines. Je sais qu'il a été comme un bon parrain pour les artistes. J'en ai entendu parler et je crois que ça se sentait. Donc, pratique et un cursus qui se résume mal en terminologie restrictive. Bon, voilà. Frédéric Duterte développe depuis une quinzaine d'années une démarche expérimentale autour de la poésie sonore, la voix, le dessin, la photographie, la performance, l'improvisation, les installations sonores et l'apport de l'électronique au travers de ces différents médias dans des interstices tels que les connexions simultanées, l'illusion, le désir asphyxié, l'usage subtil du conditionnement, l'infiniment grand, l'infiniment petit, et j'en passe. Allez voir la bio, tout ça est sur Internet aussi. Alors, c'est lui qui va nous présenter le labo en haut avec nos deux artistes qui pourront aller peut-être un petit peu plus loin dans leur manière de travailler.